Invité de la matinale LCI, Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. On va commencer peut-être par une question d'actualité, la canicule évidemment. On a entendu la ministre de la Santé se satisfaire d'une situation sous contrôle. Elle vous a rassuré? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que je vois pas pourquoi tout d'un coup, par miracle, au moment où justement les conditions sont encore plus dures, la situation dramatique que vivent les EHPAD, que vivent les hôpitaux tout le long de l'année, notamment les EHPAD, serait résolue. J'ai un peu du mal à l'imaginer. Alors, je le souhaite, évidemment. Chacun peut souhaiter que les choses se fassent sans trop de problèmes, mais on verra à l'arrivée. Moi, je vois la situation. Vous savez, nous, on a une députée, Caroline Fiat, qui a beaucoup travaillé dans ce secteur, qui nous décrit des situations qui sont absolument catastrophiques d'abord pour les personnes âgées, mais aussi pour le personnel. Et avec les politiques successives d'austérité qui ont quand même coûté beaucoup de moyens humains à ces EHPAD et aux hôpitaux en général, j'ai un peu du mal à imaginer que ça soit résolu. Mais je l'espère. Il y a quand même 100 millions qui ont été mis sur la table pour les EHPAD au printemps. Oui, mais ça, excusez-moi, 100 millions par rapport à tout l'argent qui a été perdu ne peut pas suffire. Ça peut suffire à limiter les dégâts, et ça sera déjà très bien. Encore une fois, moi je pense avant tout aux personnes qui en souffrent, mais j'ai du mal à imaginer que tout d'un coup de baguette magique, on résolve une situation absolument dramatique que vivent les personnels et que vivent les clients dans ces centres. Voilà. Donc on verra à l'arrivée. Le bilan, malheureusement, en général, de la canicule se fait après la canicule, pas sur le moment même, et surtout pas à travers, j'allais dire, des journées de communication comme a fait Agnès Buzyn hier. Vous dites quoi ce matin? Cette canicule, visiblement, pour l'instant, ne se passe pas trop mal. Les prochaines, ce sera plus dur? C'est évident. Je veux dire que ces canicules, les situations que nous vivons en France, mais aussi dans le nord de l'Europe, où il y a des feux de forêt absolument incroyables, en Grèce ou ailleurs, montrent que, ça y est, nous sommes dans le changement de climat. Bon, et que ça va être une situation qui va devenir de plus en plus dure et qui devrait faire en sorte que toutes les politiques publiques, toutes les politiques économiques devraient tourner sur cette problématique numéro 1, la question du climat, parce que c'est le fait simplement de pouvoir continuer à vivre sur Terre. Et maintenant, c'est à une échelle de décennies. C'est pas une échelle séculaire où on se dit, dans 2-3 siècles, ça sera comme ça. On sait que maintenant, les scénarios, c'est plus 4 degrés à la fin du siècle. On sait que si on atteint ce chiffre-là, on ne sait pas comment va dériver la situation. Donc, ça entraîne plusieurs choses. On devrait avoir une politique absolument drastique sur la question. Mais si c'est si urgent que ça, pourquoi on ne fait pas tout de suite une union sacrée, comme l'a proposé Nicolas Hulot? Union sacrée entre les partis. Mais derrière quelle politique? Excusez-moi, derrière quelle politique? La politique menée aujourd'hui avec Nicolas Hulot, qui est ministre d'un gouvernement qui continue à faire une politique productiviste, qui a remis au calendrier grec beaucoup d'investissements et beaucoup de moyens sur l'énergie renouvelable, qui ne prend pas le problème là où il le faut, c'est-à-dire que c'est pas le marché, c'est pas la recherche du profit qui peut résoudre la question de l'écologie, c'est l'intérêt général, c'est le bien public. Donc c'est pas enlever de l'argent, par exemple, dans les services publics, c'est pas de considérer que la SNCF doit être privatisée, mise en concurrence, au moment même où il faudrait au contraire s'interroger sur le développement du transport le moins coûteux en termes écologiques, et le train, et sans forcément avoir la question des profits pour les actionnaires en ligne de mire. Vous voyez bien que c'est pas cette politique qui est menée. Donc l'union sacrée, ça veut rien dire. Il faut que l'union sacrée, derrière une politique. Nous, on le propose. Nous, on propose une politique qui s'appelle la planification écologique. Et ça, il ne l'entend pas, Nicolas Hulot. Écoutez, Nicolas Hulot, en tant que personne politique qui avait rencontré à nombreuses reprises Jean-Luc Mélenchon, qui avait même dit qu'il avait voté pour lui, je pense qu'il était assez sensible, parce que nous disions, en tant que ministre, c'est manifestement, il y a un peu un Dr Jekyll et Mr Hyde, donc c'est pas la même personne avec qui nous parlons. En tout cas, lui, au-delà de sa personne, sur lequel j'ai pas de jugement spécifique, moi je le vois en tant que ministre. Il est ministre d'un gouvernement qui continue une politique productiviste, une politique qui casse les services publics, une politique qui met pas l'argent là où il le faudrait dans l'investissement pour l'écologie, pour l'isolation thermique. Il faudrait véritablement penser que c'est ça le problème numéro 1, et non pas, par exemple, la dette financière qu'on nous place comme l'horizon indépassable qu'il faudrait atteindre, pas plus de 3%. Moi, je dis par exemple que si c'est pour justement résoudre des problèmes écologiques, allons-y, faisons plus de 3%. Dénonçons aussi les accords type le CETA, qui sont des accords de libre-échange, qui sont ruineux d'un point de vue écologique. Au lieu de ça, on accepte de les appliquer avant même qu'ils ne soient votés au Parlement. Donc si c'est pour cette politique, non, pas d'union sacrée, bien évidemment.
Un mot, Éric Coquerel, ce matin sur les soucis économico-judiciaires du Rassemblement national. On saura le 26 septembre si les 2 millions d'euros d'aide publique saisis dans le cadre des emplois présumés fictifs sont restitués ou pas. On est face, comme le dit Marine Le Pen, à une tentative d'assassinat politique. Non, moi je ne crois pas à la version de juges qui font un choix politique. Je vous le dis franchement, les 2 juges qui ont été investis sur l'affaire, je ne pense pas que ça soit leur critère. Si j'ai bien compris, leur critère, c'est de s'assurer qu'il y ait de l'argent pour justement pouvoir faire face aux décisions de justice. Bon, d'un autre côté, je revendique mon ambivalence parce que on n'a pas forcément, c'est pas forcément noir ou blanc quand on répond. De l'autre côté, j'ai pas envie que le Front National puisse jouer à la victime en expliquant qu'ils sont étranglés financièrement. Mais vous savez, il faudrait déjà le vérifier parce que je vous fais remarquer que le Front National a souvent utilisé des décisions de justice pour crier à la mort, crier à l'assassinat politique, surtout avant l'élection européenne. Donc je ne connais pas leur situation financière, économique, mais je ne suis pas certain comme ça qu'ils soient déjà aux abois. Ce que je pense, c'est qu'il y a des décisions de justice, et en même temps, je souhaite effectivement que ça soit pas par une décision de justice qu'on vienne à bout d'un parti contre lequel je combats par ailleurs. Ça pose quelques questions démocratiques qu'un parti avec tant d'électeurs se retrouve... Oui, mais enfin, ça pose, oui, d'accord, mais ça pose aussi peut-être un problème de justice. On verra comment évolue l'affaire. S'il y a eu utilisation à un moment donné de l'argent public pour des choses qui ne sont pas ce à quoi elle devait servir. Donc la démocratie, oui, mais il y a aussi une façon de faire de la politique. Bon, on verra ce que fait la justice. Moi, j'ai assez confiance dans les juges qui sont sur l'affaire. Je ne crois pas à une thèse complotiste qui serait en réalité d'en finir de cette manière-là avec le Front National. Parlons de votre opposition à Emmanuel Macron. Il y a eu un avant, un après Benalla. Il y a eu vraiment un regain de couleur. Vous le sentez, vous? Oui, je pense qu'il y a pas. Je pense pas qu'il y a eu un avant et un après. Je pense qu'il y a un avant. Voilà, je crois que le quinquennat a eu un tournant. Déjà, une première chose très claire, c'est que Emmanuel Macron, vous savez, avançait projet après projet, d'ailleurs avec un rythme assez effréné, allant de entre guillemets pour lui de succès en succès et pour nous de catastrophe pour le pays, en catastrophe pour le pays. Je pense à la loi travail, aux politiques d'austérité, etc. Bon, et là, il a eu un coup d'arrêt. La réforme institutionnelle n'est pas passée pour l'instant. Oui, mais moi, j'observe que même M. Ferrand évoque le fait de ne pas savoir même si elle va être remise à la rentrée. Divergence au sein de la majorité. On verra bien l'édition. Enfin, pour l'instant, elle est arrêtée. Donc, c'est un premier coup d'arrêt. Déjà, c'est la preuve qu'on peut les arrêter. Alors certes, avec un élément qu'on n'imaginait pas, c'est pas de cette façon-là dont on imaginait, j'allais dire, mettre à mal la politique de M. Macron, mais c'est un coup d'arrêt. C'est une première chose. Donc ça va donner, à mon avis, du regain justement à toutes les oppositions, notamment sociales, à la rentrée, qui vont commencer à se mobiliser sur la question des retraites, commencer à se mobiliser sur la question de l'austérité et d'autres mesures liées à la loi travail. Bon, on verra bien. Deuxième chose, je pense que le roi est nu, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir, la Ve République qui pose déjà problème en soi parce que il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de pouvoir jupitérien sans la Ve République. C'est parce qu'il y a la Ve République qu'un Macron peut à un moment donné, j'allais dire, contourner les lois, contourner le droit, avoir un Benalla qui va donner le coup de poing contre des opposants des manifestations. Mais en plus de ça, la façon très dirigiste, la façon presque de privatisation de l'État avec lequel Emmanuel Macron exerce sa présidence, je crois, a été mise à nu. Et puis aussi la façon dont au Parlement, à l'Assemblée nationale, sa majorité a bloqué pour qu'on ne connaisse pas la vérité. La manière dont a été bloquée la commission d'enquête est tous les jours un scandale qui se vérifie jour après jour. Et je pense que là-dessus, ils en paieront les conséquences. Votre collègue François Ruffin, dans une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, assume totalement le fait d'avoir utilisé cette affaire pour empêcher le gouvernement d'avancer. Vous aussi, ça fait pas un peu vieille politique? On utilise une affaire et puis on... Je sais pas, j'ai pas vu la vidéo de François, donc je vais pas la commenter, mais moi, ce que j'assume, c'est que le fait que on ne pouvait pas, et toutes les oppositions étaient d'accord là-dessus, vous le remarquez, on ne pouvait pas prétendre changer les institutions de la France, en plus sans référendum, ce qui est pour nous un problème, au moment même où ces institutions sont mises à mal par l'affaire Benalla. C'est impossible. Vous voyez bien que toute la réforme institutionnelle visait à diminuer le pouvoir de l'Assemblée nationale, encore, qui est déjà très diminué dans la Ve République. Moins de droits d'amendement, moins de droits de débat en hémicycle. Fort heureusement, l'affaire Benalla au moins a permis à l'opposition, quelque part, au moins pour le Nord, de redonner vie au Parlement. Nous sommes les représentants du peuple, nous sommes les représentants de la souveraineté populaire, c'est pas rien. Et je crois que là-dessus, tant mieux si la conséquence de l'affaire Benalla, parce que c'est lié, tant mieux si la
conséquence de l'affaire Benalla, c'est le fait que cette réforme institutionnelle soit pas sous oubliette, soit en tout cas ne puisse pas passer à l'Assemblée et au Sénat, parce que c'est ça qui menace Monsieur Macron. Et dans ce cas-là, nous on lui dit, il y a le référendum, allez-y, puisque il nous menaçait, il nous disait, vous faites tout ça. Vous allez peut-être la retrouver au mois d'octobre, cette réforme. On verra bien, on verra bien. Je ne suis pas certain que Emmanuel Macron ait envie de commencer sa deuxième année de quinquennat avec. Il l'a déjà montré par son passé. Moi, je regarde les gens avec qui on discute dans les transports en commun, qui viennent d'ailleurs nous dire allez-y, continuez, c'est bien, parce que on veut savoir ce qui s'est passé. Je crois que les gens sont dégoûtés par la manière dont non seulement M. Benalla agit, il a quand même fait le coup. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est un collaborateur proche de M. Macron qui a été faire le coup de poing contre les opposants d'une manifestation. Mais aussi ce que ça révèle, c'est-à-dire le fait de contourner les hiérarchies policières, le fait d'avoir l'Élysée qui manifestement, avec des gens qui des proches, pense qu'il peut donner des ordres aux policiers, qu'il peut contourner la question de la séparation des pouvoirs. Enfin, il y a une façon d'exercer le pouvoir dans cette 5e République et dans la manière dont M. Macron le fait qui, je crois, ne passe pas. Je ne crois pas que ça passe quand les gens ont de plus en plus de difficultés économiques, quand le chômage remonte. Les choses, en plus, ne font que s'exacerber. Je ne pense pas que les gens vont l'oublier à la rentrée. Il n'y a pas non plus un demi-aveu d'échec dans la mesure où vous réussissez à bousculer un peu le gouvernement avec cette affaire, presque moins que par la mobilisation dans la rue avec la SNCF, le droit du travail. Ça a moins marché finalement. C'est pas par où... J'allais dire que les problèmes de Macron ne sont pas arrivés par où on l'imaginait. Voilà, de fait, mais ça a un lien quand même avec la démocratie, la façon dont vous exercez le pouvoir. Et puis je vous ferai remarquer que c'est un autre lien. C'est qu'on retrouve M. Benalla ayant un rôle agissant sur des manifestations. Le 1er mai, souvenez-vous que toutes les oppositions avaient demandé des commissions d'enquête. Les syndicats de policiers, tellement c'était bizarre la manière dont ça s'était fait. On s'était interrogé pourquoi le McDonald's avait été laissé sans protection pendant un certain temps. Bon, et comme par hasard, on voit un proche de l'Élysée. Donc, il y a bien quand même un lien avec ces mobilisations sociales, la façon dont l'Élysée les a gérées. Et moi, ce que je crois à la rentrée, c'est que d'abord, le mouvement des cheminots n'a pas laissé des perdants. Contrairement à la loi travail, les gens continuent à avoir envie de se battre. Ils sont pas résignés. Et je crois que vous le retrouverez à la rentrée d'une manière ou d'une autre. Un jour, je suis certain, la mobilisation sociale va permettre de faire reculer le gouvernement sur des projets type retraite ou autre. On est susceptible de vous retrouver dans la rue dès le mois de septembre, octobre, aux côtés de la CGT potentiellement ? De tous les syndicats. Et si nous, on a toujours dit qu'on les appuierait pour leur mobilisation. Et s'ils étaient partants pour refaire des grandes mobilisations le week-end tous ensemble, pourquoi pas ? En tout cas, on compte bien mobiliser à l'Assemblée, dans la rue, comme on l'a fait pendant un an, je crois, en développant une énergie assez importante. Quel sera le grand dossier qui va vous occuper à la rentrée, celui qui vous inquiète, les retraites ? Oui, je pense que c'est les retraites qui inquiètent le plus, parce que c'est un acquis, j'allais dire, historique, hérité de la libération, des grands acquis sociaux où justement ça peut payer. Quitte à faire de nouvelles alliances, par exemple en vue des européennes. On vous a vu, lors des motions de censure, vous associer au Parti socialiste. Est-ce qu'on peut imaginer des pactes de non-agression, par exemple ? La censure, on était prêt, on a voté celle de la droite, des Républicains aussi. Hein. Donc ne faisons pas une construction politique à partir de ce qui s'est passé. Avec Benoît Hamon, les écologistes, en revanche. Mais écoutez, Benoît Hamon, nous, les Européennes, il faut que ça soit un monde de clarification. Nous, on pense qu'on ne peut pas transformer cette Union européenne sans sortir des traités. On ne peut pas le faire à traité constant. Monsieur Hamon, pour l'instant, ça change des fois, selon les jours, mais en tout cas, du côté écologique, c'est clair. Europe Écologie, il pense que oui. Il pense qu'on peut réformer doucement l'Union européenne, un peu comme ont essayé de le faire les sociodémocrates depuis les années 80 avec l'échec qu'on constate. Bon, donc on ne va pas recommencer. Nous, on pense qu'il faut proposer aux Français une ligne claire par rapport à ça, c'est-à-dire une ligne progressiste. C'est pour ça qu'on est allié avec des mouvements comme Podemos, comme le Bloco, comme de plus en plus de mouvements en Europe, mais qui est très clair. Sortons des traités, justement, si on veut espérer bousculer les choses dans l'Union européenne. Ceux qui aujourd'hui pensent pouvoir aménager les choses à la marge, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire avec eux pendant l'élection européenne. Par la suite, on verra bien. Négocier les traités, c'était le plan A. Il y a le plan B de Jean-Luc Mélenchon qui était carrément la sortie. La menace de la sortie. Vous la brandissez toujours, celle-ci. Oui, non, le plan A, plan B, je vais vous dire, pour en avoir été quand même un des artisans, le plan A est très simple. Mais ça concerne le jour où nous gouvernerons ce pays. Le plan A, c'est on arrive à transformer l'Union européenne tous ensemble à partir du mandat que le peuple français nous donne. Et le plan B, on le fait avec les pays qui veulent le faire. De toute façon, dites-vous bien une chose. Il n'y aura pas d'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui sans l'Allemagne et la France. Si un des deux, pour une raison ou une autre, en finit avec l'Union européenne finira, il y aura une autre construction. Le plan B, ça serait une autre construction avec les pays qui le souhaitent, qui souhaitent partager l'idée que l'Europe ne vaut que si elle est progrès social, écologique, démocratique, pas
pas ce grand marché qui oppose libre et sans contrainte, qui à coup de dumping social et fiscal oppose les peuples les uns contre les autres. Ça, c'est plus possible. C'est en train de mourir sous nos pieds. Et nous, ce que nous pensons, c'est qu'au lieu que ça donne des ligues du Nord, des mouvements d'extrême droite, mieux vaut avoir du côté progressiste des gens qui sont très clairs et qui disent rien sans sortie des traités. Je pense que la France pourrait y arriver. Merci Éric Coquerel d'être venu sur ce plateau, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Tout de suite, l'information